Pendant ma deuxième cagne, pendant ma première aussi, je travaillais dans un resto situé à Angle-Verbois, Volta, qui s'appelle Anaï, qui était un restaurant sud-américain, donc le mardi et le jeudi, et c'était un carrefour. Non, je dis ça parce que votre vie peut changer par un déménagement, par exemple. Et il y avait, l'impression était qu'il n'y avait que des gens qui travaillaient dans le cinéma, dans ce temps-là, ou des artistes, etc. Donc moi, ça a été une espèce de... Je n'ai pas du tout de ce milieu-là, donc un choc, et donc qui adorait la petite serveuse, qui faisait ses études et tout ça, donc on partageait beaucoup de choses, et puis moi j'étais déjà assez cinéphile, et donc ça m'a mis quand même une graine, on va dire, et pendant la deuxième année de Cannes, j'ai beaucoup fait court-métrage, machin, avec eux, enfin tout ça. Et donc je ne suis pas allée au concours la deuxième fois, mais je suis allée annoncer à mon père, ce qui était assez difficile, parce qu'il pensait qu'il avait Simone de Beauvoir, qui était à la maison, et lui dire que j'arrêtais tout et que je voulais faire du cinéma. Bon, voilà. Donc à partir de là, je me suis mis à travailler au restaurant tous les soirs au lieu de 2 fois par semaine, et tous les gens qui trouvaient ça super, que voilà, il n'y avait plus personne, et donc je me suis dépatouillée. À l'époque c'était encore l'IDEC, donc j'étais à l'IDEC, j'ai fait tous les films de sortie, parce qu'à l'époque des stages, enfin des stages, comme on était 4, vous faites tout, donc ça a été une espèce de première école. Et après, mon père désespéré, plus de ne pas pouvoir m'aider que ça, mais enfin bon, évidemment je vous parle de couper les vivres, tout le bordel, évidemment, mais voyant que je pataugeais dans la semoule quand même, m'a présenté la seule personne qu'il connaissait qui faisait, entre guillemets, pour lui du cinéma, parce que lui il travaillait chez les camions 16e, je raconte tout ça pour montrer juste que tout peut arriver dans la vie. Et donc m'a présenté le mec qui faisait les films industriels, ça s'appelait comme ça, pour Renault. Le mec qui visiblement aimait beaucoup mon père m'a projeté sur le film, le premier qu'il avait. Et c'était quand Renault a acheté les Jeeps Renault, et on est parti, c'est pas de la pub, hein, c'est vraiment des films industriels qui d'habitude sont faits par des gens institutionnels, on dit, donc des gens qui ne travaillent pas du tout dans le cinéma. Et le coup de bol, c'est que ce film-là était tourné par des gens qui faisaient tous du cinéma d'habitude, et qu'après, en dehors d'avoir été pistonné pour y être, je bosse quand même comme un âne depuis toujours, et que là, le régisseur du film m'a tout de suite fait travailler sur un autre film, qui est donc mon premier long métrage, qui s'appelle Le Destin de Juliette, de Aline Isserman. Et voilà. Et là-dessus, pendant mes années de restaurant, je suis tombée très amie avec Cyril Collard, à qui, comme je faisais beaucoup dans le social, j'étais une grande militante, etc., j'ai présenté. Il me dit, bah, tu connais les Arabes du quartier? J'ai vu, je connais tous, puisque je leur faisais des cours d'anglais, en fait. Donc je lui ai fourni tous les personnages de son film Alger Blanche. Et voilà. Là-dessus, je suis encore dans le merdier, puisque après le film, bah, il ne se présente pas grand-chose. Je suis en train de faire un boulot où je repère sur des plans pour installer des lasers pour détecter les feux de forêt dans les Landes. Et je me suis acheté enfin un répondeur qui, paraît-il, sauve la vie de toute personne qui veut faire du cinéma, à l'époque évidemment, qu'on interrogeait à distance, qu'on j'interrogeais toutes les 30 secondes, et j'ai eu un message de Cyril qui me demandait si je connaissais un accessoiriste ou une accessoiriste pour le film de Piala sur lequel il travaillait. Je lui dis oui, je lui dis moi, et il me dit non, avec Piala, accessoiriste, c'est l'enfer, ce que je peux confirmer après, mais sur le moment je lui dis mais non, et je t'assure, il dit non, mais de toute façon il est en train de virer toute la régie, t'inquiète, je te rappelle. 4 jours après, il me rappelle, il a viré le régisseur, est-ce que tu veux venir? Moi, c'était mon deuxième film, régisseur général. De toute façon, à 20 ans, vous n'avez pas non plus d'angoisse, bien sûr, et me voilà. Voilà. C'est absolument rien passé pendant tout le tournage, et c'est pendant l'arrêt du film, voilà. Mais effectivement, après, voilà, quand le film s'est fini, j'étais. Enfin, fini. On était ensemble, après, je vous laisse reprendre. C'est parce que je rencontre des gens qui me disent qu'ils veulent faire du cinéma, que c'est compliqué, que c'est... Alors oui, c'est compliqué, beaucoup plus encore aujourd'hui qu'avant, puisqu'on ne peut plus engager, on a tous commencé pas payer, donc si vous voulez, aujourd'hui c'est pas possible de prendre quelqu'un pas payé. Donc ça empêche de sauver beaucoup de gens, ça empêche de... Donc on est avec des gens qui doivent avoir des stages, c'est-à-dire que justement on ne sauve pas... Enfin, moi je sais que j'ai quelqu'un dans ma boîte par exemple, qui maintenant, enfin, qui est toujours dans ma boîte, mais qui vient de la rue... et que j'ai pu prendre, et qui est un mec génial, et qu'aujourd'hui je ne pourrais pas prendre, par exemple.
Mais donc, et puis je dis après que personne ne cherche de naze, qu'il y a très peu de gens bien et que quand on tombe sur quelqu'un de bien. Donc, bah, je dis pour moi ça n'a jamais trop bougé, pour tout, hein, pas seulement pour le cinéma. Quand on est bon, ça se voit et que personne ne cherche des gens mauvais. Bon, maintenant ça a un peu bougé parce qu'effectivement, le bon stagiaire, aujourd'hui, il y a des gens qui préfèrent le laisser partir que de l'embaucher parce que c'est la galère et c'est très cher d'embaucher quelqu'un. C'est là où ça déconne. Et préfèrent attendre le stagiaire d'après, même s'il est plus nul, plutôt que d'essayer de voir comment ils peuvent faire pour garder le bon. Donc ça a beaucoup changé. Donc c'est à la fois... Bon, après sur la chance, je pense, ouais, voilà, elle existe, on la provoque. Je me souviens quand je faisais travailler dans le resto, j'étais avec un autre étudiant qui était sud-américain, lui, alors que moi je l'étais pas, alors que le resto l'était. Moi j'habitais juste au-dessus, donc c'est un peu comme ça que ça s'était fait. Sinon ils étaient plutôt entre eux. Qui faisait une gueule de 3 pieds de long parce qu'il était pour lui déclassé socialement de bosser dans un resto en plus de ses études. C'est pareil, moi je fais ça comme si ça avait été le but de ma vie, quoi, d'être serveuse, quoi. Je m'en fous. Enfin, je veux dire, en plus, quand vous le faites avec le sourire, ça se passe quand même mieux. De toute façon, comme je dis toujours, le client chiant, il finit toujours par se barrer, tandis que après, dans la vie, il y a d'autres métiers où le client chiant reste. Enfin, voilà. Moi, c'est la ligne éditoriale, c'est qu'a priori, c'est plutôt les rencontres, les réalisateurs, oui. Enfin, moi, je pense que c'est un métier, il faut toujours se demander. Là, c'est marrant parce que justement, il y a un petit jury pour des producteurs de courts-métrages pour donner un prix pour lancer la boîte. Et donc, ils ont fait ils ont tous rempli un petit dossier. Quand ils ont un oral, enfin, moi, je suis très pour les oraux, surtout les producteurs, parce que je trouve que. Producteurs, metteurs en scène d'ailleurs, mais surtout le tandem aussi. Parce que je trouve que même les points, entre guillemets, qui peuvent être gênants pour un oral, disons, en fac, c'est que même les défauts, genre la timidité, le fait de ne pas arriver à Paris, le quoi, peut devenir un vrai atout par rapport à... Donc c'est jamais quelque chose qui peut vous pénaliser. Enfin si, ça peut pénaliser, mais les mauvais, je pense, en l'occurrence, mais pas les mauvais à l'oral. Et je me disais quelle est la question, parce qu'on aimerait mettre d'accord maintenant pour leur poser une question, et c'est qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? C'est très intéressant, je pense, de poser la question à un producteur, qu'est-ce qui lui plaît dans ce métier? Plutôt que pourquoi il le fait. On va la poser alors. Non, mais justement, je dis là, donc c'était pour répondre à votre question, c'est en fait, il faut savoir où on prend son plaisir, je pense, et on a tout à fait le droit de le prendre à des moments différents, hein, y compris en tant que producteur. Moi, je sais que mon plaisir, il est très très en amont. C'est le temps que je passe avec eux, avant, voilà, entre les films, quand c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà tourné, ça, comment arriver au film d'après. Voilà, je pense que c'est des choses où on a besoin de quelqu'un, d'en parler, de parler de tout, d'échanger pour savoir. Je pense que c'est très compliqué d'aller faire le film d'après. Qu'on ait fait un succès ou un flop, le succès n'est pas forcément en plus simple pour faire ce film d'après. Donc voilà, moi donc le plaisir est très en amont, le tournage est un endroit où je ne suis pas. Si je peux. Je suis là si on a besoin de moi, mais sinon c'est vraiment, pour moi c'est, voilà, si on s'est trompé, c'est trop tard, il sera toujours temps éventuellement de faire quelque chose au montage. Je suis très présente au montage aussi, si on veut, hein, je ne suis pas non plus là, tanker dans la salle, mais... Et voilà, donc oui, c'est l'échange avec des gens, voilà, qui... Et voilà, évidemment que je suis attirée par les gens dont je trouve qu'ils ont des talents, et aussi je peux être attirée par des gens où je trouve simplement qu'ils travaillent et qu'ils progressent. Pas forcément le génie du siècle au départ, mais moi je crois ça aussi au travail, c'est un métier où on peut progresser, et puis il y a des gens avec qui, voilà. Voilà. En général, les gens que je produis s'en vont pas, ça me plaît par exemple. On fait des chemins ensemble longs, personne n'est attaché avec des menottes, hein, donc voilà. C'est ça ma ligne éditoriale. Je les aime. Je suis bien avec eux. Ça m'apporte beaucoup, quoi. Et comme, effectivement, j'ai quand même vécu 22 ans avec un, pas le pire, je pense que c'est aussi quelque chose, je vis beaucoup, enfin, il y a beaucoup de choses qui vivent, que je connais, ça me passe à travers le corps avant de leur passer à travers le leur. Je suis un bon bouclier, aussi. C'est Piala, hein, donc oui. Le scénario c'est un cauchemar pour lui, ça lui rappelle l'école, donc il écrit pas.
Sauf après, il avait écrit Nous n'irons pas ensemble, et puis après il a écrit Van Gogh, vraiment comme ça, tout seul, mais c'était vraiment un handicapé donc du coup une étape qu'il ne supportait pas, et donc c'était un support au tournage, mais qui était très écrit. Enfin, il n'a jamais improvisé de scène qui n'était pas écrite, mais très souvent dans les films, écrit des scènes le soir, le matin, mais c'était toujours écrit, mais c'était pas, il n'y avait pas le scénario de A jusqu'à Z, tout comme il faut. Il y a même des films où on présentait des scénarios avec Toscan du Plantier qu'on avait bricolé nous, hein, pour avoir le financement. Puis pendant ce temps-là, le scénario s'écrivait, il n'y avait pas... Bon, sur Satan, oui, parce que là, on a vraiment fait l'adaptation du bouquin, et donc le scénario était prêt. Je ne suis pas devenue scénariste, si vous voulez. Si vous écrivez pas quand vous vivez avec Piala, il ne fait pas de film. Donc il y a un moment, même si... moi, il se trouve que j'aime ça et tout ça, mais de toute façon, tous les jours, ils vous disent que vous avez écrit, c'est nul, sauf qu'au bout d'un moment, ça finit par faire un scénar. Voilà. Mais c'est vraiment le... Donc avant, et quand il vivait avec Arlette, pareil, il l'avait mise au... On devient scénariste par force. On ne savait pas quoi faire après. Il n'y avait pas de scénario d'avance. Donc du coup, l'idée c'était toujours, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Donc il disait toujours qu'il avait des scénarios, qu'il écrivait. Moi je savais qu'il écrivait pas une nuit, on se quittait pas. Hein, donc il disait à Toscan, non mais ça avance. Alors, Daniel me faisait, et je faisais. Et voilà, et à un moment on se disait, ça va être quoi le prochain? Et comme... l'idée c'était quand même qu'il tourne le plus souvent possible, déjà que même en faisant ça c'est déjà pas très rapide, entre deux films pour n'importe qui, donc là sur Satan c'était très drôle parce que donc on sort de police et je me souviens je vais chez Gallimard, boulevard Raspail, et là il y avait un libraire qui était dingue de Maurice, il me dit alors qu'est-ce qu'il prépare, je dis bah rien, il me dit ah mais c'est marrant, j'ai relu une vieille interview de lui. Il me disait qu'il était dingue du Soleil de Satan, mais ça serait génial le Soleil de Satan. Je dis, passez-moi le Soleil de Satan, passez. Je l'avais pas lu moi. Donc je rentre à la maison et je lui dis, tiens, je suis tombée sur le petit libraire là. Et il m'a dit que tu avais lu une interview. Il me dit, ah ouais, mais tu l'as pas lu? Je dis, non, mais lis-le, tu me diras. Donc je lis, évidemment, je trouve moi j'avais lu pas mal de... Moi j'aime beaucoup Hernanos, hein, je vous conseille vivement de passer au-delà des préjugés. C'est une langue dingue. C'est hyper sensuel, ce que je disais à table, c'est hyper vivant, vous lisez, vous commencez, Mouchette. Il y a deux bouquins qu'il a écrits, Un crime et Un rêve, qui c'est le même livre, il y en a un qu'il a écrit pour La série noire, et puis La joie, enfin bon, c'est des chefs-d'œuvre, quoi. Et donc, je lis le truc, je trouve ça super, je dis mais c'est super, il me dit, ah bon, tu crois? Là-dessus, j'appelle Toscan, je dis, écoutez Daniel, je pense qu'on tient quelque chose, là, on devait se voir le soir, je lui dis, peut-être que si vous amenez la conversation... Et voilà, et on essayait de le piéger comme on pouvait. Et Daniel a fait comme si je l'avais jamais appelé, comme si... Donc, et il lui dit, mais Satan, c'est une idée que vous avez laissé tomber, tout ça. Puis il me dit, on se dit, bah tiens, si l'adaptation vient bien, on le tourne. L'adaptation est très bienvenue, quoi. C'était vraiment comme ça, et voilà. Ça a été... La phrase Mano, c'est bien celle-là parce qu'elle marche partout. Le miracle n'est pas pur. Voilà. Le miracle n'était pas pur. C'est-à-dire que bon, il y avait ce moment qui était dingue de la palme, de la voir quoi. Et en même temps qui était un peu immédiatement gâché par. Voilà. Une réaction quoi. Oui, c'était. De violence en fait, d'agressivité. Ouais, c'était dans la salle, tout ça, mais en fait il y a eu plein de palmes d'or. Hein, je veux dire, Fellini, ça siffle, on n'entend même pas parler. Puis vous pensez aussi que, comme ça a toujours été dur de faire les films. Vous dites là maintenant ça va quoi, bah non. Voilà, Van Gogh après c'était compliqué, c'est toujours été compliqué. Alors en poursuivant donc, votre métier de entre guillemets scénariste, parce que c'est pas exactement nous, il faut en trouver peut-être un autre pour qualifier votre travail à l'écriture. Vous avez fait aussi le scénario de Garçu. Ouais. C'est plus simple. C'est le dernier film de Maurice Pialat, et il semble clair que la part d'autobiographie est importante dans ce film. Donc, la question c'est qu'en fait l'enfant filmé c'est votre fils, Antoine Pialat. Qu'est-ce que c'est que ce film? C'est un film, comment dire, j'allais dire, un film testament de Pialat qui veut... Bah non, parce qu'à l'époque il pense pas qu'il va mourir, il est mort 9 ans après d'ailleurs. Mais il y a une certaine forme, voilà c'est ça. C'est un cadeau déjà, je pense. D'abord, il a un choc quand Antoine a 9 mois d'un truc, une espèce de révélation à la Claudel, si vous voulez, avec voilà.
Et donc, et il veut traduire ça. Donc, le problème, c'est qu'entre le moment où Maurice décide de faire un film, l'enfant a 3 ans et demi, donc évidemment le côté à 9 mois j'ai eu un I had a dream, oui, mais bref, en plus c'était pour lui un gros challenge parce que c'est indicible. Voilà, donc il voulait filmer un truc indicible et essayer d'attraper ce moment-là. On se rend compte aussi, en voyant le film, ça fait très longtemps, comme il avait fait la gueule ouverte pour sa mère, il s'était rendu compte que finalement il avait été injuste toute sa vie avec son père et qu'il voulait faire un film sur son père. Donc c'est là où on voit, voilà. Et l'épisode du père d'ailleurs, en fait il était question de le mettre dans Police, mais il n'avait pas voulu le mettre dans Police parce que le scénario était de Breya et qu'il ne voulait pas filer à Breya un truc, enfin bon. Donc, parce que Gérard à un moment perdait son père, enfin c'est une séquence qu'il voulait faire. Voilà. Il voulait faire la séquence du garçon, mais dans... Donc finalement, il se dit qu'il va mélanger son père, enfin, voilà, donc il y aura comme ça les 3 générations, et on fait le garçu. Moi je dis, oui, aujourd'hui, ça, moi, enfin, c'est toujours plus facile, même. Satan, pardon, vous voyez, quand il est mort, ils l'ont projeté à Cannes. C'est la première fois que je voyais le film, moi. Pour moi, que je comprenais, que je l'entendais comme si c'était un film auquel j'avais pas du tout participé. C'est très compliqué de voir un film quand vous avez tout fait. Quand vous dites que c'est la première fois que vous voyez le film, c'est-à-dire je le prends comme je prends un spectateur normal, quoi. Mais vous l'avez déjà vu au montage quand même. Le montage, mais je l'ai vu 52 000 fois. C'est la première fois que je le voyais. Au sens que quelqu'un regarde un film et comprend pas. Et qu'il entend des dialogues, seulement des dialogues, qu'il voit seulement. Enfin, mais c'était peut-être la particularité de cette projection qui était un truc hommage, puis le truc était dingue. L'ambiance dans la projection, ça c'était super. Mais donc le garçu, oui, ça. Non, ce qui est sûr, c'est que c'était une espèce de truc à Antoine, en plus qu'Antoine soit avec Gérard, qui est son acteur fétiche. Voilà, et puis après, c'est un film sur lui, comme tous ses films aussi, donc son père, son fils, lui. Et puis, au début, donc, le film n'est pas du tout dramatisé quand on commence à l'écrire, puisque donc, c'est genre, on a un enfant, on est super heureux. Bon. Donc ça, évidemment, ça n'intéresse absolument personne, donc il faut... Donc du coup, on introduit le personnage de Rocheteau, qui est d'ailleurs du coup très bizarre, parce que, contrairement à tout le film de Maurice, où il y a de grande violence sur les gens qui s'en vont, évidemment, Gérard qui s'en va jamais. Il s'en va, mais il est toujours là, en fait. Donc après, je pense que c'est assez facile de voir que c'est aussi, je sais que je vais mourir un jour, avant elle, c'est sûr, avant qu'il soit grand, c'est presque sûr. Comment est-ce que j'aimerais que ça se goupille? Voilà, le film c'est ça, je pense. Ça pourrait se goupiller comme ça m'irait à peu près. Ce qui est un truc très généreux pour Pierre, ce qui prouve bien que d'avoir un enfant, il a quand même bien changé. C'est-à-dire que quand on le... Et on voit bien que le film n'a pas le même ton quoi, que les autres films autobiographiques, parce qu'évidemment, comme je suis jamais partie, du coup, il n'y a pas de film très... Toscan me disait souvent, vous voulez pas le quitter, qu'on ait un deuxième, nous n'ayons pas un truc un peu costaud, tout, parce que quand on dit... Non, mais quand on était à court de sujets. Et donc, voilà. On voit bien, ces films sont, à part Van Gogh, et encore, Satan, les films sont tous les moments de sa vie, c'est-à-dire l'enfance, la première femme, la première maîtresse, la première femme qu'il quitte. Je perds ma mère, je perds mon père, j'ai un enfant. Voilà. En fait, voilà. Quand il arrive à un gros truc, il y avait un film en général. C'est pas ça. Enfin, c'est pareil, il n'est pas le seul non plus. Hein, ils sont quand même... Puis ça peut être des étapes, même quand on fait pas des films. De toute façon, il y a toujours un peu et l'adolescence passe ton bac. Puis après, il y a des Disons, Maurice, comme beaucoup de gens, ça lui plaisait vachement d'organiser après, quoi. Ça le faisait beaucoup chier de penser qu'il serait plus là et en même temps de voir comment il aurait pu organiser la suite. Voilà. Pour revenir à la question du scénario, après on va passer à autre chose, mais vous disiez que c'était des scénarios parfois pour les financiers, que c'était pas le scénario qui allait vraiment être tourné. Comment ça se passait concrètement avec Daniel Toscan du Plantier? Il y avait un rapport de confiance et donc il était complice entre guillemets de scénario en sachant que ce serait pas vraiment le scénario de tournage. Daniel c'était pas... Oui bien sûr, mais c'est pareil. Parce que l'autre question c'est, vous en tant que productrice aujourd'hui, sans forcément parler de j'ai le même problème avec quelques
réalisateur. Hein, tout le monde n'est pas le champion du monde du scénario. Voilà, mais maintenant, on ne peut plus faire ce que Daniel faisait. Même Daniel n'a plus pu le faire bien avant d'arrêter la production. À Daniel, il aurait vendu, mais ça en racontant que ça va être un film génial. Hein, donc après, il fallait vite arriver avec les contrats derrière pour que le mec débande pas trop entre le déjeuner et le truc. Mais donc, du coup, il n'y avait pas... Mais c'est plus possible depuis un long moment. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, si vous faites un film qui fait 10 millions d'entrées, que vous arrivez avec une pauvre merde qui fait 20 pages, même si c'est nul, vous le ferez le film. Mais en dehors de ça, aujourd'hui, il n'y a plus Godard qui envoyait un ruban avec 3 feuilles. Même aujourd'hui, peut-être qu'il peut encore avoir l'avance sur recette comme ça, mais pas rien d'autre. On n'est pas une maison d'édition, il y a des gens qui écrivent très bien, qui tournent comme des pieds, donc après, je préférerais que le scénario soit une chose, parce qu'il faut bien une histoire, et puis surtout qu'on regarde les films. Ou les courts-métrages pour ceux qui n'ont jamais retourné. Je pense que c'est quand même là qu'on voit si quelqu'un est capable de... Puis après, bon, il peut y avoir des techniciens qui tournent des scénarios aussi, mais... Oui, c'est un problème, mais il n'y a plus beaucoup de gens qui savent justement qu'un film, c'est d'abord un film, et puis pas d'abord un texte. Le texte, c'est un passage. Du coup, si vous voulez pas avoir un texte comme ça, qui va être lu comme ça, la seule possibilité aujourd'hui, c'est que ça coûte pas trop cher. Voilà, parce que du coup, on peut, dans une économie plus restreinte, ne pas aller là où on sait que voilà, ça ne passera pas. Il y a encore des endroits où les gens voient qu'il y a un cinéaste et qu'il y a un sujet. L'envie de produire, c'est surtout qu'il fallait que je travaille comme maximum, et de savoir ce que j'allais faire. C'était pas sûr que j'allais faire ça, hein. C'est juste qu'au bout d'un moment, mais oui, c'est... Je partage complètement ce goût de l'accompagnement. C'est-à-dire que Daniel avait aussi complètement réglé le problème, il n'avait pas envie de faire des films à la place de ses metteurs en scène. Enfin voilà, y a des producteurs qui produisent très bien, enfin je veux dire, il peut y avoir plusieurs sortes, mais dont le cinéaste est le bras armé d'une envie de faire ce qu'il fait. Et dans un rapport du coup de... mais Daniel avait vraiment ce... Oui, c'est ça, moi j'adore quand il disait... Bon, bah, le premier jour de tournage, je passe leur dire bonjour pour bien montrer que j'ai pas oublié la date, et puis c'est tout, quoi. Oui, moi aussi. Enfin, c'est intrusif, qu'est-ce que vous voulez faire? Et vas-y, Coco, fais-moi un plan. Ou vous prenez la caméra, vous faites des films, ou sinon, le mec, il a 40 jours, 30 jours, 20 jours pour faire son film, et c'est pas vous qui allez... voilà, même si vous recevez des rushs et que c'est pas ça, vous allez... Je sais pas, vous allez dire... C'est ça, alors. Vous allez dire au chef-op, fais attention, fais lui faire ou la script. Moi, franchement, si j'ai un metteur en scène à qui je suis obligé de dire à la script, au chef-op de faire le film, je préfère attendre qu'il ait tout fini, peut-être sûrement rien refaire avec lui, mais c'est pas le chef-op et la script qui vont... Peut-être le montage, voilà, si vous vous dites, on verra. Mais c'est trop tard, hein. Je vois même avec des étrangers, finalement, il y a pas beaucoup de... Il y a beaucoup de producteurs qui font bien chier sur l'écriture, mais il n'y a pas beaucoup de producteurs qui règlent les problèmes d'écriture, qui sont capables de... Voilà, ou d'écrire 3 dialogues, ou de... moi, j'ai toujours aimé écrire que en ping-pong, bon, sauf Bernanos, mais Bernanos, c'est en ping-pong, je peux faire ping-pong avec Bernanos, hein, c'est pas... mais du coup, oui, là, je pense que pour le coup, je suis un vrai partenaire. Oui, puis enfin, c'est-à-dire que ça je fais évoluer s'ils ont envie que ça évolue, mais c'est-à-dire que du coup, c'est comme au montage, je suis pas en train... Bien sûr que comme tout le monde, quand je sors, je dis que c'est trop long, mais je dis où c'est long, pourquoi c'est long, comment ça pourrait être moins long, et que ça c'est toujours beaucoup mieux pris que quelqu'un qui dit c'est long, démerde-toi, coupe, quoi. En plus, c'est long, c'est très peu acceptable, alors que c'est toujours vrai. Mais ça peut pas se dire comme ça. Je sais qu'avec Corneliu, par exemple, pour Mbouillou, donc j'avais pris le film très en route parce qu'en fait il a changé de producteur français au dernier moment, donc sur le script, voilà, j'ai dû dire 3 bricoles, mais après au montage, en plus c'était 14 plans séquences, hein, donc le côté coupe, on coupe 9 minutes, on coupe pas, et enfin au 18 il va y en avoir, et c'est vrai que je me souviens, donc en plus on était à distance, donc j'avais écrit, et que c'est très marrant parce que c'est un mec qui sait très bien ce qu'il fait,
hyper sérieux, on sent bien qu'il écoute pas grand monde, puis qui est très libre comme ça. Et il m'avait écrit, j'ai tout fait, ça marche tout très bien, sauf un. Et il en est jamais revenu, alors du coup il me fait une pub extraordinaire en disant qu'il faut absolument me montrer les films, même si je les ai pas produits, tellement je suis bonne au montage. Mais c'est drôle, mais du coup, le film d'après, on rigole beaucoup plus parce que du coup, c'est un problème de confiance aussi. Parce que le rapport producteur et réalisateur est très fantasmé aussi dans le côté justement qui a le pouvoir, qui n'a pas le pouvoir. Donc l'idée de laisser jamais ce qui serait le pouvoir, donc le producteur, rentrer, s'immiscer. Et puis il y en a qui s'immiscent quand même parce que justement ils ont le pouvoir. Je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment la relation de plus de confiance possible. Et le plus, moi, plus je peux être utile, plus je suis contente. Mais donc c'est pas de la fausse modestie du tout, hein, je pense que je peux être très utile, mais il faut que ce soit dans un truc très partagé, très... si c'est pour dire, ah tu sais, il en veut pas, mais moi j'ai une super... On s'en fout, il faut que ce soit avec lui. Moi je connais des producteurs qui se baladent avec le bon montage du film qui sortent. So what? Je sais pas, où t'as parlé avec lui, t'as réussi, qu'est-ce que c'est que toi t'aurais le bon montage et que le film que tu vas sortir c'est pas le bon? C'est pas possible. Non. Toujours le problème, c'est qu'il faut trouver un nom qu'en général vous avez 2 jours pour le trouver d'un seul coup, et puis comme voilà, donc vous avez plein d'idées. C'est une cérémonie de séduction, donc. Oui, c'est ça. Après, on peut toujours dire, ouais, mais c'est génial. Bien sûr, je l'ai appelé ça pour ça, la séduction, les mecs, les femmes qui choisissent un homme. Voilà, non. Enfin, il y a sûrement un lien quand même. Oui, oui, sûrement. Donc, non, mais même le film de Marie-Laure de Decker, en fait. Moi, c'était quelqu'un que je connaissais parce qu'elle était photographe de plateau sur les films de Maurice. Et donc, voilà, après la mort de Maurice, j'avais fait un petit périple en France et je me suis retrouvée chez elle 15 jours dans le sud-ouest. Et pendant que j'étais là, elle s'est fait lâcher par son producteur. Voilà. Et elle avait tout préparé puisqu'il y a une fête comme ça par an, qui est au mois de septembre. Donc là, on était début août. Et donc moi je réfléchissais déjà éventuellement à produire et je me suis dit bah tiens si je suis pas foutu de produire un documentaire à 200 000 €, du coup il faudra peut-être que je décide de pas faire ça. Donc je lui ai dit écoute allons-y. Donc, mais je connaissais rien, ni la télé, ni... Voilà. C'est Muriel Rosé finalement que je connaissais pas du tout. Mais en quittant ce soir, je vais à son pot de départ, donc c'est marrant. En fait, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Normalement, il ne faut pas tourner avant d'aller chercher le COSIP, mais on ne pouvait pas bouger la date de tournage. On était au mois d'août, il n'y avait personne à Paris. Voilà. Mais j'y suis quand même arrivée. Et du coup, donc ça s'appelait Un voyage chez les Oudabé. Le Warsaw, c'était cette fameuse fête. Et puis, voilà. Puis ils sont venus à Paris après. Enfin, ils n'avaient jamais quitté. C'était assez drôle. C'est-à-dire que oui, je suis arrivée à faire ce truc-là. C'était surtout la partie financière. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais jamais 9 ans... sans travailler, en étant éloignée, tout le monde avait changé, je ne connaissais. Déjà que Daniel était la personne qui nous emmenait dans le monde, nous on y allait très peu. On a vécu les 6 dernières années à la campagne, à l'île-en-Dodon, je pense que ça ne dit rien à personne, avec mon fils qui allait en classe unique et tout. Quand on est revenu, il était malade, enfin, donc je veux dire vraiment, c'était un milieu qui m'était devenu complètement... étranger, à part, voilà, mais encore, hein, quelques proches, même tous les gens d'une génération étaient partis. Bon, il se trouve que cette génération n'était pas vraiment la mienne, parce que vous avez aussi constaté que nous avons un grand écart d'âge, mais du coup, je n'étais pas familière de ça. Mais moi, j'ai jamais paniqué. La partie financière m'a jamais angoissée, ça me gêne pas du tout, ça m'amuse. Mais après, c'est juste d'arriver, de savoir qui on voit, parce qu'on peut dire qu'avec mon nom j'avais peut-être le rendez-vous, mais j'avais pas un rond, quoi. Voilà, donc il n'y a pas l'histoire de... Et donc, oui, donc le fait de m'être lancée comme ça avec Marie-Laure, mais ça m'a mis... C'est ça que j'aimais aussi, c'est que je le fais au dernier moment, je le fais tout comme il faut pas, mais finalement vous rentrez de plein pied dans un milieu qui est en plus celui de la télé. Moi j'avais plutôt envie de faire de la télé parce que je trouvais que c'était plus simple. Qu'avec Piala, j'allais toujours avoir ce truc qu'on allait... et que donc, moi, la télé, j'adorais ça.
les différents formats, que ce soit de la fiction, du documentaire et tout. Mais la télé est un milieu alors encore plus fermé que le cinéma, et finalement ça a été beaucoup plus simple pour moi de faire du cinéma, parce qu'effectivement, quand même, il y avait une vague évocation de quelque chose, et que du coup, à la limite, on voulait bien là, que la télé, pas du tout. Mais même si après, j'ai quand même, bon, avec Noël Rosé, on a refait 2 ou 3 documentaires, et puis après j'ai quand même fait de la fiction, puis finalement j'ai fait des films pour TF1, qui en plus a super bien marché. Mais vous voyez, par exemple, le Dolto, il fait 8 millions et quelques, un truc dingue, même TF1, ils l'ont passé, ils savaient même pas ce qu'ils avaient. C'est ça. Hein, avec Serge Le Perron, c'est ça? ouais, Serge Le Perron chez TF1, déjà, on se dit un oxymore, quoi. Mais, et ben, jamais on nous a appelé pour nous demander un autre film, jamais, jamais, jamais. Je pense qu'il y a des... Par exemple, le Dolto, quand il me l'a amené, Le Perron, il voulait le faire au cinéma, mais je lui ai dit, mais c'est impossible. Aujourd'hui, je ne trouverai jamais suffisamment d'argent pour faire un film d'époque comme ça au cinéma, même avec Balasco, parce que, je veux dire, en 1950, je vais aller voir des gens qui vont me dire, puis Balasco, il faut faire des comédies, il faut faire ça. Et du coup, je lui ai dit, mais je l'emmènerais bien à la télé. Et puis il se trouve qu'à l'époque, Takis Candilis, qui était le patron de TF1 Fiction, voilà, il a vu quelque chose et il s'est dit, ok, bon. Et on est parti comme ça. Mais il était déjà parti quand on a livré le film. Et quand on a livré le film, le mec qui l'avait remplacé, heureusement qu'il y avait Balasco dedans, sinon il ne serait jamais passé. Et moi, le lendemain, j'avais pas du tout de nouvelles. Je me suis dit, ça va être une catastrophe. Et puis finalement, j'étais dans un train, mais mon téléphone ne passait pas. Et à 9h, c'était le délire partout. Parce qu'on avait fait vraiment un énorme truc. Mais les gens qui m'appelaient me disaient, oh, putain, ton film sur Arte hier, c'était génial. C'est-à-dire que même les gens pensaient qu'ils avaient regardé Arte. Donc en fait, ils ne savent pas qu'ils avaient appuyé sur TF1. Mais c'est... Non, mais c'est vraiment la destination du film. Moi, il y a un film, je suis capable de dire, alors ça pour le coup, je trouve que c'est vraiment le métier d'un producteur, de dire, ça peut aller là, ça peut aller là. Ou, par exemple, le dernier en date pour la télé, c'est Niclou qui veut tourner avec Houellebecq, l'enlèvement de Michel Houellebecq. Nous, on sait que c'est une fiction, voilà. Puis il me dit, mais Michel, ça durait 3 semaines, il a 3 semaines de là à là. Mais je dis, mais là, c'est demain. Il me dit, bah oui, je dis, moi, je peux pas monter ça au cinéma. C'est tout, toutes les commissions, les machins et tout ça prendront beaucoup plus de temps que ça. Donc, voyons si on peut faire avec. Donc, j'ai appelé Arte. C'est beaucoup plus rapide. Mais non, c'est pas que c'est plus rapide, mais si vous voulez quand même. Donc, avec Arte, j'ai déjà un certain rapport où ça se passait pas trop mal. Avec la télé, puis bon, Véronique Kella, que je connais depuis longtemps, puis Vincent Mellet, que via un concours de circonstances, c'est moi qui l'ai présenté à Véronique. Donc, juste, je peux au moins appeler quelqu'un pour lui dire, voilà, j'ai ça. Il me faudrait une réponse là, et il me faudrait tant. Est-ce que tu penses que c'est possible? C'est juste ça. C'est pas que, ouais, on va me les donner, je vais passer un coup de téléphone, mais c'est... Ou est-ce que... Voilà, tandis que je peux bien appeler je peux faire avancer la commission d'Arte, ou avancer la commission parce que le film se tourne dans 3 semaines. Mais du coup, on a eu... Mais aussi, Guillaume, je lui ai dit, voilà... je peux trouver à tout casser 400 000 €. Donc est-ce que toi tu arrives à le tourner pour ça? Donc oui, puis au final voilà, on a tourné. Si on prend mais le film ne sort pas en salle, il a un succès dingue, il sort en salle partout dans le monde maintenant. Parce qu'à Berlin il y a eu un truc qui s'est fait autour du film, mais Arte on le sort soit à la télé. Normalement, un réalisateur, s'il met une toute petite phrase où il y a écrit l'armée napoléonienne descend la colline, c'est sûr que s'il pense qu'il fait un truc... non, mais justement, est-ce que par rapport au nombre de semaines de tournage... Mais non, mais le Houellebecq, j'aurais pu trouver plus de 400 000 € si j'avais eu le temps. Mais il y a un mois, si on vous dit qu'il faut tourner dans 2 mois, parce que Michel Houellebecq, après, il n'est plus là, ben, je lui dis, moi, en 2 mois, je peux trouver ça. Je pense. Donc il est d'accord pour le faire, à ce prix-là? Bah, de toute façon, il voulait tourner 3 semaines. Hein. Je savais à peu près. Enfin, à ce prix-là, franchement, c'est costaud. Mais oui, mais Niclou, il est très. Puis voilà, maintenant, on a un rapport vraiment de grande confiance. Donc, moi, quand je lui dis, là, on prépare un truc sur l'Indochine, je sais que ça vaut plus de 10 millions €. Je lui dis, voilà, hein, je le ferai pas toute seule, il faudra que je trouve un autre teint, etc. Mais du coup, on bosse au scénario comme des malades. Voilà. Et du coup, c'est très bien qu'il fasse des petits furtifs entre, parce que c'est bien de tourner aussi. Mais oui, un metteur en scène, il doit à peu près ça. Ou en tous les cas, il doit m'écouter quand je lui dis combien ça coûte. Après, et puis surtout, on se parle aussi avant. C'est-à-dire que d'où vous venez, c'est un premier film à qui il est destiné. Est-ce que tu as envie de prendre des acteurs connus, pas connus, etc. Et là, moi, vous me faites lire n'importe quoi aujourd'hui, je vous dis combien ça coûte.
Et surtout, je vous dis combien je trouve, en fonction de qui vous êtes. Et puis, s'il y a un gap, ça comme, je dis, moi, je ne suis pas capable. Mais peut-être qu'il y a des gens qui peuvent, hein, mais moi, je ne suis pas capable. Comme il y a des films, des gros projets où je vais chercher un autre producteur avec moi parce que je sais que, voilà, à deux, on y arrivera et que... Celui qui a le metteur en scène en est l'interlocuteur, ce qui n'empêche pas de faire un billard à 3 bandes bien pratique de temps en temps quand l'autre vient dire un truc très peu souvent, mais ça a plus de portée. Enfin bon, c'est toujours pareil, ce rapport de... Vous embarquez pas un metteur en scène avec qui vous avez un vrai rapport chez quelqu'un qui va le faire chier toutes les 5 minutes, ou alors c'est que vous êtes pas bien. Non, c'est ça, c'est sûr que... Mais ça peut arriver, je pense qu'on peut se tromper, et du coup l'autre va vouloir prendre une place, et là c'est... Mais on en discute aussi avec le réalisateur avant, chez qui je vais aller chercher pour que ce soit quelque chose qui fonctionne aussi. Moi, je fonctionne vraiment, c'est beaucoup le metteur en scène. Après, moi, j'ai beaucoup de sujets que j'ai envie de faire, que j'essaie de fourguer à mes metteurs en scène. Non, mais de fourguer des idées. Par exemple, le dernier Niclou, là, le gros truc, c'est un film sur la guerre d'Indochine, d'un livre que j'ai lu qui m'a complètement, mais il y a longtemps. Et qu'un jour, vous vous dites, tiens, c'est marrant, Guillaume, ça pourrait être pour lui, puis vous le faites lire. Mais voilà, et quand il vous dit, je le fais, bah, vous vous dites, parce que c'est pas comme si... Enfin, vous connaissez un peu Guillaume, vous connaissez un peu ce truc, voilà, je me disais, tiens, c'est marrant, ça ne m'étonnerait pas que ça lui plaise. Mais, ou après, des idées tout court voilà, qui passent par la tête, qui peuvent... Mais là, par exemple, c'est eux qui m'amènent leur sujet, et on en développe des fois 2 ou 3 en même temps, hein. Du même réalisateur. Là, Julie Gavras, il y en a 2, Guillaume, il y en a 2, voire 3. Guy Roddy, il y en a 2. En fait, je développe beaucoup de projets pour pouvoir en arrêter, parce que il y a des trucs, vous voyez que ça vient pas, ou vous sentez que ça ne prend pas la bonne direction, que ça n'ira pas jusqu'au bout. Donc du coup, mais c'est pas de dire, bon, bah, puisque ça marche pas, on s'arrête. Non, on fait autre chose. Moi, le bouquin était chez mon grand-père, hein, donc c'est un truc, ça s'appelait Les Gardiennes. Et puis qui n'a pas pu voir le jour, mais il y a longtemps, parce qu'on n'était pas aux commémorations de 14, mais bref. C'est pas fait. Et puis j'ai une fille qui m'envoie un truc où je vois l'histoire d'un village sans hommes en 1850, au coup d'état de Napoléon III, je vois pas de conneries, c'est 51, il me semble. Là, on a la grille d'histoire. Voilà, et où d'un seul coup, ce village s'est retrouvé sans hommes parce qu'il y a eu une répression assez costaud à ce moment-là. Et j'ai même pas lu plus loin, c'est tiré d'un tout petit bouquin. Et j'ai appelé la fille pour la rencontrer parce que c'est vrai que... Elle m'a envoyé des petits livres, donc on fait ce truc-là, là. Enfin, on l'écrit en ce moment. Donc ça arrive aussi, ça, oui, c'est... Ce qui me prend le plus de temps, c'est le développement, c'est l'écriture. Et donc, voilà, pendant longtemps, et j'espère que c'est ça qui ne peut pas s'arrêter, donc effectivement, je ne peux pas prendre plus de projets. C'est faire penser à chacun qu'il n'y a que lui, rien que lui, et personne d'autre que lui. Et donc être très disponible. Ouais. Ah bah, financièrement, je trouve l'argent pour développer parce que c'est le nerf de la guerre et les payer pendant qu'ils écrivent. Mais ça, c'est depuis le premier jour où j'ai monté ma société. Et pour moi, c'était important d'avoir les auteurs et qu'ils soient payés. Parce que s'il n'y a pas ça, bah, pour moi, il n'y a rien. Donc, et puis que souvent, ils ont fait un film, ou souvent, même des jeunes producteurs, ils ont quelqu'un qui fait un court-métrage, c'est super, là. Et puis, ils n'ont pas l'argent pour lui payer l'écriture du long-métrage comme l'autre voudrait, et n'importe qui arrive et scrouch, parce qu'il va payer, prend le metteur en scène. Non, mais... Et donc, oui, mais c'est... Ah oui, bah, c'est-à-dire que... Enfin, il y a un contrat personnel, vous savez, alors, quand on ne veut pas faire un film ensemble, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ou plus envie de faire un film ensemble, il faut bien signer tous les contrats de la Terre, où il ne se passera rien. Hein. Quand on n'a plus envie de travailler ensemble, on travaille pas ensemble. À chaque fois, je suis toujours hyper contente le jour où celui avec qui je travaille me dit bah alors pour le prochain, tu sais, j'ai pensé, je me dis, voilà. Mais il n'y a pas de contrat sur 3 films, sur 4 films, jamais. Bah, moi, je ne suis là que pour assurer. Donc, j'ai pas de... Je suis pas quelqu'un qui peut créer de l'angoisse à un metteur en scène, surtout quand il est au moment de tourner et tout ça. Non, mais bien sûr qu'ils ont peur. À la fois, ils ont peur, à la fois, c'est le meilleur moment de leur vie, à la fois, enfin bon, ça c'est très mélangé. Hein. Mais angoissé, bien sûr. Oui, mais ça... Oui, à mort. Mais après, il y a beaucoup avant, après, il y a beaucoup après.
pendant, c'est pas l'angoisse. C'est-à-dire que vous avez 2 mois pour faire le chef-d'œuvre, là, 9-18 et tout ça, l'angoisse, elle est vite éteinte, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un rouleau compresseur, un film, hein, en tournage. Après, moins. Mais c'est court, enfin, mais heureusement, très vite, chaque journée remplace la journée, la journée. Enfin, je veux dire, voilà. Enfin, je veux dire, c'est une cadence. Je pense pas que ce soit le lieu de la plus grande angoisse. C'est le lieu où on se dit qu'on va faire... de ne pas faire le film, peut-être, qui existait en amont. Ah, de ne pas faire le film, enfin ça... L'angoisse de comment il sera accueilli une fois qu'il est terminé. Non, ça, c'est la plus grosse, c'est celle-là, ça c'est sûr. Enfin, la plus grosse, non, enfin si, la plus grosse, c'est la sortie, c'est atroce, la sortie. Atroce. Il est avec ce film qui sort là, ça fait juste 3 ans qu'il est dessus. Et là, à 14h... le coup prêt tombe. On sait, ouais, voilà. Enfin, vous savez avant, hein, si vous n'êtes pas trop... Enfin, on peut rester complètement autiste, mais... En général, moi, ça commence plutôt l'angoisse entre le 14 avril et le 17 mai pour savoir si on va à Cannes. Non, entre le 14 mars et le 14 avril pour savoir si on va à Cannes. Donc vous êtes dans l'angoisse bientôt. Non, mais beaucoup moins qu'eux. Moi, si vous voulez, c'est mon métier d'être dans l'angoisse à ce moment-là, mais je ne vais pas mourir sur place. Eux, oui. On meurt sur place, on n'y va pas. On peut mourir sur place en y allant aussi. Mais on met moins de temps à se remettre de ne pas y aller qu'on peut ne jamais se remettre d'y être allé. Enfin, mettre un long moment. Mais pourquoi? Parce que le film est mal accueilli à Cannes, vous voulez dire ou... Un film mal accueilli à Cannes, démonté à Cannes, ça c'est super dur de remonter. Ouais, c'est dur. De remonter pour la sortie, bon ça on peut encore peut-être y arriver, mais sur le truc derrière et tout, je pense qu'on est dans un état où bon, c'est une grande claque. C'est dur Cannes, parce qu'il y a tout le monde, en plus on a l'impression, comme on est tous là-bas, que tout le monde sait, alors que quand on rentre à Paris, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent grand-chose, mais là-bas c'est énorme. Mais comme ça peut être énormément bénéfique pour un film quand tout se passe bien. Hein, mais... Il faut être armé en fait, hein, en tant qu'il y a... Ouais, mais alors ça, un metteur en scène armé pour ça, non, c'est impossible. Vous pouvez l'entourer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, préparer, mais les plus aguerris, c'est horrible, ce moment de savoir si vous avez pris ou pas déjà, qui dure vraiment jusqu'à la dernière minute, ça c'est... Ouais, faut qu'on attende le coup de téléphone qui sonne ou... Pour les films français, on attend vraiment à minuit la veille. Alors ça bruit dans tous les sens, mais n'empêche, moi pour en avoir quand même pas mal maintenant, c'est vraiment à minuit la veille. Et quand le téléphone ne sonne pas, on dort pas? Non, il sonne, il appelle Thierry pour dire qu'il ne prend pas. Ah, oui. Il appelle plus tôt qu'à minuit. Moins ça sonne tôt, plus vous avez une chance d'y être. Genre, tu vois, à 17h, Frémo qui t'appelle la veille, alors là tu te dis, oh putain, 2 heures tu réponds pas. Non, 17h. Non, mais en plus, mais on se bat sur 4 téléphones parce qu'il y a le Frémo, puis après il y a la Cazaine, puis enfin bon, on est sur tous les fronts en même temps. Ça, c'est un travail aussi, hein, de production. D'emmener le film à Cannes quand même et tout, enfin avec le distributeur, enfin, c'est un partenaire. Après, le distributeur, malheureusement, pendant que vous avez un film à placer, il en a 5. Hein. Donc quand c'est Maraval, 20. Donc c'est sûr que vous avez un film avec Maraval, il vaut mieux y aller un peu vous-même, parce que sinon, lui, il a des... Je sais pas, je dois avoir 11 films en développement, et cette année, si on tourne tout ce qui est prévu pour cette année, il y en a 4. Il y en a un en tournage, par exemple. Il y en a un en tournage là. Abderrahmane qui est terminé, au début de l'année, mais qui était en tournage en 2014. Joachim Lafosse là. Lucille Salilovic, qui tourne en juillet, mais qui est nouvelle, mais que je connaissais, voilà. Donc voilà. Et Niclou qui tourne dans La Veille de la Mort en juin aussi. Et le Roumain qui tourne en septembre. 9-5. Par exemple, la comédie sur les croque-morts, qui a été un truc qui c'est un sujet à moi, avec mes croque-morts à moi, que je connaissais, mais que Gaumont a trouvé super dès le début. Et alors là, c'est emparé du projet parce qu'il m'a complètement échappé. Et donc du coup, maintenant, quand j'ai des idées, mais du coup, c'est très dur de trouver un metteur en scène sur
moi je sais pas faire les films sans metteur en scène, dès le départ. Et Gaumont, eux, ils prennent, ils écrivent un script, puis après ils cherchent quelqu'un. À l'américaine. Ouais, enfin, sauf que nous, à l'américaine, on n'a pas les Américains pour tourner le film. Hein, donc c'est à l'américaine avec une tasse, quoi. Donc du coup... et finalement, je me suis dit, mais je suis con, aujourd'hui, si j'avais à nouveau cette idée-là, j'avais cette idée, mais j'avais ces gens-là, quoi. C'est tout, c'est une rencontre... en fait, c'est en enterrant Toscan, qui est mort vraiment un mois jour pour jour après Maurice, que les croque-morts m'ont appelé, parce que c'était les mêmes, et qui m'ont dit oh là là, on pense à vous, on va vous inviter à déjeuner, et que moi je vais déjeuner. Je vais déjeuner avec 4 croque-morts, je sais pas. Et là, les mecs commencent à me raconter leurs trucs et tout, mais c'était à se pisser. Enfin, ah non, c'est exceptionnel comme monde, hein, c'est un truc de dingue. Du coup, j'étais invitée dans les inaugurations de nouveaux funérariums, enfin des trucs où le salon du croque-mort tous les 2 ans à Lyon, qui est un truc de dingue. Et du coup, je me disais, mais il faut absolument. Puis c'est un sujet génial, ils peuvent pas dire ce qu'ils font dans les grandes villes en tout cas. Parce qu'à la campagne, c'est contre. On peut faire ou un sujet à la campagne où le mec il boit son coup, il est au café, tout le monde sait qui. Parce qu'il fait croque-mort, ambulance, le marbre, le truc, enfin, il fait plein de trucs. À Paris, vous en connaissez peut-être, vous savez pas ce qu'ils font, parce qu'ils peuvent pas le dire. Donc c'était aussi ça. Pas le dire. Ben parce que je veux vous dire que ça fait un sacré effet quand vous êtes à un dîner ou quand vous êtes jeune, qu'est-ce que tu fais? Je suis croque-mort, mais ça marche pas du tout. Hein. Plan drague nul, non, c'est compliqué. Bien dans un public très spécifique, peut-être. Bah, il y a des restos, enfin moi je les connais maintenant, d'ailleurs qui sont généralement très peu éloignés par la chaîne du machin, où il y a que des croque-morts dedans. Mais comme il y a des restos, il y a que des flics, c'est très proche d'ailleurs. Ah ouais, c'était... Oui, mais je l'ai tourné. Hein. Mais Bourdon et Dément, mais je sais pas, elle n'a pas honte d'elle, hein, vous pouvez la regarder, il y a mon nom, ça me gêne pas du tout. Mais je pense qu'on aurait pu faire un truc 10 fois mieux, quoi. Mais... Puis après, Gaumont, ils étaient, est-ce qu'on met croque-mort dans le titre, est-ce qu'on le met pas, Et à la fin, ça s'est appelé Des fleurs pour tout le monde. Au bouquet final, non, il y a plusieurs titres, bouquet final. Mais ils n'ont pas assumé du tout le truc... Bon, il faut reconnaître que c'est plutôt les Anglais qui font ça génialement, quoi. Quand on voit Art Funéral, le truc trop drôle avec le nain qui sort du truc et tout, là, qui est dingue. Et ben même en France, un tout petit film comme ça fait 500 000 entrées par bouche à oreille. Et nous, on a... Non, mais ils ont eu peur au dernier moment. Parce que, bon, c'est pas grave. Hein. Mais aujourd'hui, je vais faire une comédie sur la ménopause. Vous voyez, il y a toujours des sujets formidables. Et je sais que c'est pareil, mais c'est compliqué. Ça fait 5 ans hein, que tout le monde vient. Gaumont l'a encore pris. Donc j'arrête pas de reculer le moment où on fait un truc ensemble. Elle dit mais tu penses à qui? Et je me dis non mais finalement je vais la reprendre à Gaumont. Je vais faire un truc à 2 millions d'euros juste avec des copines, donc juste qu'on se marre et avec un metteur en scène. Mais alors, là typiquement je me dis non mais la bonne idée c'est la série télé. Parce que oui d'abord on peut dire beaucoup plus de choses, le format c'est prête mieux. Mais... Je sais pas. Un conseil? Bah moi écoutez au bureau donc on est 1, 2, 3, 4, 5 et donc le fameux Toufik là dont je disais tout à l'heure que je l'ai pris qu'aujourd'hui je pourrais plus le prendre donc qui est directeur de post-production, donc qui s'occupe de toutes les post-productions de tous nos films, et Christophe Barral produisent des courts-métrages quasiment depuis le début. Donc ils ont pris ma suite, parce que moi vraiment je pouvais plus en faire parce que j'avais plus assez de temps. Et donc, grosso modo je travaillais avec Benoît qui avait amené Christophe pour l'aider, et moi j'avais Toufik, et Christophe il sortait de la Fémis, donc il voulait pas perdre son réalisateur de la Fémis. Et du coup, il m'a demandé comment il pouvait faire. Bah, je dis, je sais pas, tu veux monter ta boîte, tu veux t'en aller produire sinon, je dis, moi, ça me dérange pas du tout que tu produises les courts-métrages. Au contraire, je dis, moi, ça me permet, sans faire de jeunisme, que de voir. Donc, si ça te va, vas-y, comme ça, mais si t'as vraiment. Regarde, ta boîte, son truc, et t'en aller, c'est pas un problème non plus. Hein. Donc il m'a dit que ça ne gênait pas du tout, donc en fait c'est resté sous les films du morceau, c'est pour ça qu'il n'y en a pas 15, il y en a en fait une cinquantaine je pense maintenant. Et puis avec Toufik, improbable, parce qu'ils sont donc Christophe, la Fémis et Toufik, la Fémis on va dire, ils sont vraiment bien entendus. Et donc en fait ils font ensemble depuis maintenant 5 ans, je crois que ça fait 5 ou 6 ans. Et
Et donc, en fait, ils produisent au sein de ma boîte. Donc, c'est ça pour dire pour la transmission. Et donc, maintenant, je veux qu'ils montent leur boîte, parce qu'ils sont en train de passer au long métrage. Et que là, je dis, les films du Lorceau pourront plus... C'est-à-dire, je peux pas avoir 8 films qu'on Canal+ dans l'année. Donc, montez votre boîte. Mais par contre, ils s'en vont pas. Donc, ils restent. Et, parce qu'ils croyaient que je leur disais, montez votre boîte pour qu'ils s'en aillent. C'est pour vous dire que donc, je transmets beaucoup. Et je suis très pour lancer les gens dans... Que les gens... Il faut se lancer. Il faut se lancer. Moi, il y a plein de solutions. Je pense que c'est mieux de ne pas être trop tout seul, parce que c'est quand même pas... Ou de se mettre peut-être dans le même endroit avec d'autres gens qui veulent faire aussi ça, même si vous ne le faites pas du tout ensemble, mais au moins pour partager. On vit tous les mêmes problèmes. Mais c'est quand même bien de savoir que l'autre les vit, parce qu'on a toujours l'impression qu'on est le seul à le vivre. En fait, non. Tout le monde vit à peu près la même chose. Et puis, il faut commencer, mais alors après... il faut que vous essayez d'imaginer comment vous avez envie de travailler et essayez de mettre en place ça. Il y a les 2-3 premières années, il faut les mettre en place. Vous ne gagnerez pas un rond, donc il faut que vous ayez... vous allez commencer avec toutes les petites aides, machin, tout ça. Moi, comme j'ai dit, moi j'ai commencé tard, mais je ne pouvais pas commencer tard comme si j'avais 25 ans. Donc voilà, moi je me suis dit, il me faut de l'argent pour commencer, pour que je puisse développer. Et je suis allée en chercher jusqu'à ce que j'en trouve. Mais j'ai pensé pendant 1 an à comment faire, mais aussi en voyant comment faisaient les autres et ce qui ne m'allait pas. Mais vous étudiez à peu près ce qui se passe, hein. De toute façon tout est en subvention, machin, en truc. Après vous commencez par le court-métrage, j'imagine, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez commencer tout par le long-métrage. Mais il y a beaucoup de contraintes aujourd'hui. On ne peut plus tourner avec rien, il faut payer. Enfin, c'est super compliqué, je trouve, par rapport à il y a quelque temps. Bon, alors, encore en mode court-métrage, on peut... Parce que ça n'a jamais été aussi facile de tourner. Mais du coup, si vous êtes complètement hors marché, hors circuit, alors après, on peut y revenir, évidemment, heureusement. Qui ne passe pas par le marché, pas par la salle, voilà, qui peut rester que sur Internet. Mais c'est une façon de produire aussi. De toute façon, toutes les façons sont bonnes. Après, moi, je suis encore sur un cinéma, voilà, dont j'ai envie qu'il soit en salle et que... Donc... Voilà, faut y croire, faut être... moi, je crois à l'auteur, au tandem qu'on fait avec les auteurs, et c'est ça qui marche, hein, au début. Et après, il faut s'en occuper parce que c'est pas facile non plus pour eux. Et, leur donner les moyens d'écrire, il faut payer les gens qui écrivent parce que ils écrivent mieux déjà, malgré tout, même si c'est symbolique, même si... le nerf de la guerre, pour moi, il est là. Le directeur financier, vous aurez tout le temps... franchement, l'économie du cinéma, je pense qu'un enfant de 3 ans y arrive. 1 + 1 = 2, grosso modo. Et donc, c'est pas quelqu'un dont on a besoin pour commencer, sauf... Après, si vous voulez faire tout un financing plan avec... et que vous voulez faire des succès, mettre en place une machine de guerre pour faire de la production, ce qui est tout à fait possible, que je ne méprise pas une seconde, et qui donne, voilà, une autre catégorie de producteurs... Mais je suis amie avec des producteurs très différents, parce qu'il y a aussi des êtres humains, même chez les gens qui produisent des films, qui vous ahurissent. Ça ne veut pas forcément dire que le mec qui les produit est un con, comme les gens qui produisent des films que vous trouvez super et qui ne sont pas forcément super. Je parle des gens. Non, mais il n'y a pas de... Les grands conseils, c'est que on ne gagne pas sa vie. Voilà, moi, il y a 2 ans, malgré ce magnifique palmarès que vous avez établi, j'ai jamais fait de succès, ce que vous avez oublié de dire. Donc voilà, alors c'est pas grave, il paraît qu'on finit toujours par en faire un. Mais tant que vous en faites pas, vous avez doublement pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent parce que quand vous allez présenter un projet, moi j'ai toujours financé tous les coûts de fabrication de mes films. Mais je n'ai quasiment jamais financé mon coût à moi, c'est-à-dire mes frais généraux, mon salaire producteur. Ce qui fait que tant que vous faites des films, c'est comme quand vous vivez avec le mois d'après, on fait tous, je pense, hein, à peu près. Parce qu'il ne faut pas que ça s'arrête. Il ne faut pas qu'il y ait le mois où il n'y a pas. Là, c'est pareil. Donc, quand d'un seul coup, vous avez beau faire très attention, un film qui ne se fait pas, ça peut toujours arriver. Et donc, du coup, votre trou de découvert se voit. Et là, vous pouvez... moi, j'ai coulé. Hein. C'est-à-dire que j'ai été sauvée miraculeusement par un investisseur venu improbable qui a remis de l'argent et qui fait que j'ai pas fait faillite, mais ça peut me réarriver absolument demain parce que
Aujourd'hui, si vous voulez, vous avez un espèce donc, de camembert qui est l'argent que... Enfin, non, le camembert, c'est le film. Donc, et il coûte tant. Alors, pour faire un résumé, c'est vraiment pour ceux qui veulent produire, hein, parce que ça va peut-être faire chier tous ceux qui ne veulent pas produire, mais en même temps, même si vous ne voulez pas produire, même pour un scénariste ou un réalisateur, franchement, si vous ne savez pas ça, c'est quand même intéressant à savoir. Donc, aujourd'hui, vous avez un film qui coûte... On fait abstraction de la convention collective, ça c'est encore autre chose. Par exemple, il coûte 3... Non. Vous avez un script. Donc, comme moi je vous ai dit, normalement, même quand il vous parle de son sujet, avant d'avoir écrit, vous savez, vous dites, bon, écoute, moi je pense que ça va coûter 3 millions. Alors, voilà, il dit, oh, tu crois? Moi je crois que ça coûte moins. Il pense toujours que ça coûte moins, mais oui, je pense ça. Il l'écrit, vous le faites chiffrer, et ça coûte 3 millions. 3 millions, c'est... on prend quelqu'un qui n'a pas fait le succès du siècle la semaine d'avant. Hein. Donc 3 millions, quelqu'un qui... Même si les gens ont plutôt envie qu'il tourne, mais qu'il n'a pas fait de... Donc déjà 3 millions, vous dites 3 millions, c'est très dur à trouver 3 millions. Entre 1,5 et 8, c'est très dur à trouver. On n'est plus dans les films du milieu, maintenant on est dans les films de 1,5 à 8, c'est très dur. Donc 3 millions, alors vous faites le plan de financement, et vous voyez que même si vous avez tout, même l'avance sur recette qui est une loterie, 2,5 millions. Donc déjà, vous dites 2,5 millions. Donc un peu que 3 millions, 2,5 millions, on va dire que ok, si le mec vous dit oui mais moi je le tourne quand même, ok. Si par contre c'est 2 millions, déjà il faut que le mec il coupe 20 pages, hein, parce que s'il y a 1 million par rapport à ce que... Mais alors vous partez, vous allez trouver dans votre plan de financement, comme par hasard ça va correspondre à 2,5 millions, puis après vous allez attendre les réponses. Tac, 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 tac. Et vous allez trouver 2,2 millions. Dans les 2,5 millions, vous aviez quand même mis un peu d'imprévu, votre salaire, les frais généraux, là. Là vous êtes 2,2 millions. Comme par hasard, c'est quoi? C'est le coût de fabrication du film, sans vous. Bah voilà. Alors, ou vous faites ce que font certains, je m'en fous, et ils ont peut-être raison, hein. Je m'en fous, je prends 200 parce que, voilà. L'autre, il a 1,8 million. Alors maintenant, il a 1,8 million par rapport à 2,5 millions. C'est-à-dire qu'il lui manque 700 000 pour faire le même film. Donc, vous lui enlevez une semaine de tournage, 2 semaines de montage, enfin, au choix. Voilà, moi, je ne fais pas ça. Donc, du coup... Alors après, vous dites, même sur le film d'après, là, je vais prendre parce que c'est plus facile à monter. Puis là, vous arrive la même chose. Donc, ça, c'est pas grave, hein, puisque après tout, votre métier de producteur, c'est de dire, bah, je m'en fous, moi je prends pas, mais je crois tellement au film, moi je les mets donc, en participation. Ah, mais vous avez tellement donné tout le film à tous ceux qui ont fait que vous avez quand même 2,2 millions, que bah, même si ça fait 1 million d'entrées, votre truc, vous gagnerez peut-être 100 000. Donc en plus, il ne va pas faire 1 million d'entrées. Vous savez, vous êtes plutôt... En fait, vous ne pouvez pas gagner après. Ou alors, une version où le mec va devenir demain ou après-demain, et que donc, il va faire un gros succès, donc du coup, hop, celui-là va devenir revalorisé. Et donc, au passage télé, il y aura là. Et ça, il faut que vous soyez encore là dans 10 ans pour voir arriver cette recette-là. Donc, il n'y a plus la possibilité ni de prendre le risque, parce que tout est distribué. Donc, du coup, vous prenez le risque, mais vous ne serez pas servi à l'arrivée, alors que tous ceux qui ont mis de l'argent, qui ont pris donc le risque d'en mettre, eux, sont déjà servis. Donc c'est là où tout devient très compliqué aujourd'hui. Donc il faut être... souvent, moi je vais des cours à Dixit, là, où sont les formations de production. Souvent, je dis, quand on réfléchit bien, en fait, il faut être riche au départ. Parce que si vous êtes riche déjà, on vous donne de l'argent. Vous êtes pauvre, en fait, vous allez voler de l'argent aux riches. Et quand on est riche, on ne se vole pas. Ça s'appelle autrement. Et voilà, et vous vous apercevez que finalement, comme pour être un bon producteur, il faut vraiment donner la sensation et aux financiers et finalement aussi à votre metteur en scène que c'est un hobby et pas un truc où vous avez la trésorerie dans le citron à 99% et un tout petit peu pour lui, que finalement c'est assez logique et que ouais, finalement peut-être qu'on peut produire que quand on a de l'argent personnel. Ce qui ne veut pas dire que vous le mettez dans le film, surtout pas, c'est juste pour qu'on puisse vous en donner. Donc vous en avez, donc on vous en donne. C'est pas l'idée de mettre dans le film. C'est un riche et deux fois riche, on dit.
Oui, mais ça c'est vrai partout, hein, c'est pas que dans le cinéma. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, il faut que vous pensiez un peu comment vous allez à peu près tenir le coup pour mettre en place quelque chose qui fait que ça fonctionne. Mais c'est vrai que la première chose qu'il ne faudrait pas avoir à faire, c'est ni vous payer, enfin, ni que vous en viviez, et que vous puissiez éventuellement en plus renflouer la boîte quand ça merdouille, parce que je pense que l'idée dans ce métier, c'est de tenir. Faut tenir. Ça sera un point commun entre le réalisateur et le producteur. Ouais, faut tenir. Mais il y a beaucoup de réalisateurs aussi qui arrivent à vivre sans tourner parce qu'ils ont aussi Autre activité. ou une autre activité ou qui viennent d'une famille suffisamment bourgeoise pour ne pas travailler. Longtemps, il y avait beaucoup que des bourgeois. Encore aujourd'hui. Non mais bon, mais si on pense au truc, ça va, ça s'organise, hein, ni plus ni moins que d'ouvrir une boulangerie. Hein. C'est un peu le même principe. Non, mais sauf que quand même, il y a un paquet d'aides, surtout au premier, deuxième film maintenant. Enfin, franchement, c'est un peu. Il y en a des guichets. Hein. Donc, si on pense bien son truc et qu'on avance bien, qu'on travaille bien, et surtout ne pas aller filer sous prétexte que le metteur en scène veut tourner vite ou que vous avez besoin vite d'avoir ou l'avance ou je ne sais quoi, d'envoyer les scénarios trop vite, c'est ça le plus difficile. Parce que le metteur en scène veut toujours envoyer trop vite. Et puis vous, au bout d'un moment, vous pouvez avoir besoin d'envoyer vite parce que parce qu'il faut vivre. Hein. Le succès pour les gens du métier, c'est quelque chose qui fait que ça rapporte de l'argent. Pas à moi, d'abord à eux, et éventuellement à moi en même temps. C'est ça. C'est un certain nombre d'entrées, c'est-à-dire, on parle de succès à partir de combien? Bah, selon le coût du film, on va dire à 500 000 si le film n'a pas coûté cher, et à 1 million, à partir d'1 million s'il a coûté cher. On va dire ça. Il y a quand même un film qui a coûté très cher, qui à 1 million n'est pas du tout, comment on dit, rentabilisé, apparaît quand même comme un succès, bizarrement. Pour la Colline du Lac, vous disiez dans un entretien que vous aviez eu, par exemple, le financement d'Arte après. Oui, donc du coup, c'était pas du financement, mais oui, ils sont arrivés sur le film fini. Et donc il y a eu un vrai risque de production, du coup, qui a été pris sur ce film-là en particulier. Ouais, bah, c'est toujours le même, c'est-à-dire que moi, je suis pas payé. Mais après, il n'y a pas beaucoup d'argent dans le film non plus, donc c'est... Même pour Alain, le film coûtait 1,2 million à faire, à peu près. On a trouvé 850 000, donc... Il a fallu... donc moi je me sors de toute façon, mais sur un film comme celui-là, c'est très différent parce que là, pour le coup, ce que je disais tout à l'heure, je prends rien. Mais alors là, pour le coup, comme personne n'a rien mis, le film est disponible. Donc je veux dire, là, vous prenez vraiment votre risque, ça, c'est pas un problème. Et donc, on a eu juste l'avance sur recette et la région. Et donc Alain, il voulait un peu plus de tournage, il n'a pas pu, donc c'est 31 jours. Les gens qu'on voulait payer normalement ont été payés à -20. Et comme ça, tout doucement, vous arrivez à faire que le film coûte quand même que ce que vous avez trouvé. Et alors, quand les 400 000 arrivent, on a tout fini, donc on risque pas on va pas recommencer, prendre une semaine de plus. Par contre, on peut payer les gens qui n'ont pas été bien payés. Alain... Et puis, on a racheté les Sofica, se payer nous, enfin, c'est 450 000 € quand même. Donc si vous aviez eu au début, c'était... Mais la classe, c'est quand même de rentrer après, comme avant, parce que souvent, Arte ou d'autres peuvent se contenter d'acheter le film, en fait. Ils l'achètent 100 000, maximum. Donc, alors que quand ils le coproduisent et qu'ils l'achètent en amont, voilà, c'est quand même classieux de rentrer comme ça, même si c'est tard. Le développement, c'est le plus grand, enfin oui, c'est le plus grand risque, mais en même temps, c'est le risque d'une façon le moins cher, parce que c'est pas des sommes démentes, mais en même temps, financer un bon traitement, ça coûte pas une fortune, et c'est toujours la base d'un bon scénario. Donc, et puis si vous voyez que vous n'avez pas sorti le traitement, vous n'arriverez pas à sortir le scénario. Il y a un moment, on voit tous les défauts sont là déjà. Donc on arrive à les corriger avant de se lancer. Alors après, il y a des gens qui n'arrivent qu'à écrire qu'une V1 d'abord. Peu importe si ça vous coûte le même prix, mais je veux dire, ou le séquencier, enfin chacun fait à sa façon. Mais le développement, il y a aussi, je cherche d'abord
je finance aussi mon développement. C'est-à-dire que voilà. Mais il y a quand même une part qui peut être en risque. Vous essayez de financer 100% de votre développement, mais il y a aussi mais ça c'est pareil. Si vous regardez bien, il y a des endroits où on peut trouver. Puis on peut, certains films, aller chercher un co-développement avec un distributeur, même petit, mais qui intéresse. Julie, en fait, elle l'a écrit en français, puis moi, il y a un moment, je lui ai dit, écoute, tu veux pas le faire en anglais, c'est plus marrant. On aura peut-être moins d'argent, mais au moins on aura un casting frais, parce que un couple de 60-65 ans en France, on a l'impression qu'on... vous prenez les 3 mecs et les 3 gonzesses, vous avez l'impression que le film il a déjà été fait 20 fois, quoi. Sauf quand c'est Rennais, mais quand c'est Rennais, voilà, sinon vous prenez les mêmes que Rennais, et vous avez l'impression que le film est déjà sorti. Et je lui disais, c'est l'occasion... Voilà, puis Gaumont était d'accord pour ça, et donc on a été... j'ai trouvé un producteur français, mais qui s'appelle Bertrand Feff, qui fait des films, beaucoup de films en Angleterre, qui a une société en Angleterre, et on a fait ça comme ça. C'était... Avec des acteurs... Voilà, mais comme elle est bilingue et tout, bah oui, bah, c'est-à-dire que du coup... Ah, mais c'est beaucoup plus simple d'avoir des vedettes internationales que des vedettes françaises. Hein. Simple dans quel sens? C'est plus simple. Ils lisent, ils disent oui, ils disent non. S'ils ont envie, ils acceptent ce que vous avez à proposer. Après, il y a des gens, ils liront jamais votre scénario, hein, mais parce qu'il y a des agents qui bloquent carrément, c'est-à-dire qu'ils diront non, mais on sait que l'autre n'aura pas lu. Après, il y a moyen de savoir. En fait, c'est un milieu qui est aussi petit que le nôtre, mais on s'imagine comme aux États-Unis ou en Angleterre. Mais en fait, c'est pareil, il y a 4 agents. Donc l'accès est quand même plus facile. Et puis... C'est oui, c'est non, c'est clair. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est sûr. Enfin, c'est évident. Et même Viggo Mortensen, moi je viens de tourner avec lui, vous lui écrivez un mail, il vous répond. Hein. Même si j'avais pas tourné avec lui, ce que je veux dire, c'est que je connais pas mal de cinéastes qui lui envoient les projets, il répond, il fait ou il fait pas, il fait des trucs assez incroyables. Et là, il a mis de l'argent dans le film. Enfin, oui. Les Français sont pas les plus faciles de ce point de vue-là. D'abord, c'est pas moi qui ai travaillé avec Joachim sur ce film, c'est Versus, c'est producteur belge. Moi, je suis arrivée, en fait, j'ai rencontré Joachim dans un festival. Il m'a proposé qu'on travaille ensemble sur celui qu'on est en train de faire là, en fait, à l'époque. Et il était en phase de financement à perdre. Et en fait, on s'est pas mal vu à ce moment-là, j'ai rencontré ces producteurs belges, et puis eux ils étaient avec MK2 à l'époque comme producteurs français pour Perdre la raison. Et puis ça s'est pas bien passé, donc au final c'est moi qui ai remplacé MK2 et qui suis allé chercher le financement français. Mais c'est Joachim qui a un goût particulier pour ces sujets-là. Mais moi, c'est pas très étonnant. Les metteurs en scène en général ils ont des sujets, des sillons qui creusent. Si vous regardez Joachim... vous voyez bien que l'enfance, l'adolescence, les rapports entre parents et enfants, c'est totalement... voilà. Et, on s'en est bien rendu compte. Mais de toute façon, il y a... Mais il y a beaucoup de metteurs en scène qui ont des sillons qui creusent plus ou moins. Il y a beaucoup de metteurs en scène, si on veut, qui ont l'impression qu'ils font toujours le même film, ce qui est en fait pas vrai, mais oui, c'est... Et c'est des gens qui ont quelques obsessions, hein, c'est sûr. Mais... Moi, je vous dis, j'ai un énorme goût pour la comédie, c'est juste qu'effectivement, les réalisateurs de comédie ne pensent pas du tout à moi pour... Mais c'est normal, parce que je ne suis pas la bonne personne, non pas pour les produire, mais c'est-à-dire que c'est justement des producteurs qui financent les comédies. On n'a pas le... Puis ce qu'on dit des réalisateurs de comédie, moi je m'entends par exemple super bien avec Thomas Gilou, donc justement au moment des Croque-Morts, il était au bord de l'affaire, puis à ce moment-là c'est... voilà, ça m'aurait fait marrer de le faire avec Thomas Gilou, parce que la vérité civilement, je trouve ça génial. Hein. Mais je parle des premiers sur du deuxième, enfin bon, en tous les cas Thomas il a vraiment cette veine, et puis... Donc c'est pas impossible quand vous voit que vous avez... Ah mais pas du tout, mais je vous dis, c'est en général des gens, je pense qu'ils sont à l'abri même de penser que je... Ça pourrait vous intéresser. Oui, il faut avoir dîné avec moi pour voir que, enfin, je n'aime à peu près que rigoler, hein, mais en même temps, parce que les gens font des films, il ne faut pas des comédies qui n'aiment pas rire non plus, hein, puis il y a aussi des mecs qui font des comédies qui ne sont pas du tout drôles, hein, donc bon, non, mais c'est vrai que c'est un genre en France hein, qui n'est pas,
puis c'est pas facile à faire. Après, je pense que beaucoup de cinéastes qui font pas de la comédie ont des séquences drôles dans leurs films, voilà, ça n'empêche pas. Après, c'est difficile la comédie pure pendant 1h30 à fond. Enfin, moi, j'ai revu Papy fait de la Résistance. Mais c'est une super comédie, Papy fait de la Résistance. C'est quand même très très réussi. Je pense qu'il doit y avoir 2 petits moments un peu. Mais quand on voit La Grande Vadrouille, qui est bon, ok, mais Papy fait de la Résistance, c'est mieux gaulé que La Grande Vadrouille. Même si les acteurs sont pas. Mais c'est quand même. Donc c'est possible. Et en même temps, lui, après, il a fait des comédies navrantes. Hein. Marrant. Je ne vais pas présenter, ils m'ont dit bon, maintenant qu'on a une copine productrice, il faut que tu produises Guy Roddy. Et moi, je dis ça dans la table. Je sais pas qui c'est. La honte. Hein. Après, quand j'ai su que c'était. Donc je l'ai appelé devant eux tout de suite. Donc voilà, j'ai Bono et Kalmanski qui me disent qu'il faut que je vous produise, mais je n'ai pas vu vos films. Voilà, je vous le dis tout de suite. Mais comme si c'est des gens, voilà, avec qui on a les mêmes goûts, donc ils ont forcément raison. Est-ce que vous venez à Paris? Il me dit oui, mais c'est marrant, j'allais vous appeler aussi. Donc voilà. Donc je me suis fait tous ces films en une journée, en 35, dans une salle. Et on s'est vus, et voilà. Et donc du coup, mais à la honte, quand tu vois les films et que tu sais pas que le mec existe, alors là, tu as l'impression que tu étais enfermé dans un... Mais bon. Il y a de l'importance de la critique, puisqu'il y en a encore beaucoup. Le problème, c'est qu'il donne pas envie aux gens d'aller au cinéma. C'est plus... comme je dis, pouvoir de nuisance 100%, pouvoir de faire aller plus personne, quasiment. Donc... Après, quand vous avez vraiment... Maintenant, c'est un peu au poids, quoi. Quand vous avez vraiment toute la presse qui dit... Aussi parce que les gens ne lisent pas, faut pas que... Donc, quand évidemment, il y a un moment où les gens... Vous avez l'impression que tous les gens susceptibles d'aller voir le film en ont entendu parler. Donc ça suppose que vous avez la couve de Libé, un bout machin, 3 pages dans le Nouvel Obs, 5 pages dans Télérama. Une fois qu'il y a tout ça, évidemment, il y a encore ce pouvoir. Mais c'est vrai que le Télérama, c'est le seul où vous avez l'impression que le lectorat... lit et va au cinéma. Voilà. Et après, c'est toujours très bizarre. Et puis, il y a quelque chose qui fonctionne très très bien entre le cinéma étranger et la critique, et puis moins bien avec le cinéma français et la critique. Voilà. Et en même temps, on voit bien quand il y a une proposition de cinéma, les spectateurs sont toujours là. C'est pour ça, c'est plus le... Mais je sais pas si aujourd'hui les salles décidaient par exemple de garder les films plus longtemps pour que le bouche-oreille ait le temps de se mettre en place comme c'était le cas avant. Est-ce que les gens arriveraient à se faire à l'idée que le film n'est pas un vieux produit quand même? Je connais les gens qui disent « Putain, je n'ai pas vu ton film !» Ah, tu dis oui, c'est dommage, mais il est resté tellement pas longtemps hein. Tu dis, il est quand même resté 5 semaines, quoi. Un peu moins, putain, je pas de temps. Donc, donc déjà 5 semaines, quand il y a 5 semaines, c'est déjà une super longue exploitation. Alors si en général c'est 2 semaines, et voire des fois on dégage au bout d'une semaine, en tous les cas de salles un peu évidentes, alors là c'est sûr que... Mais les gens qui vous disent ça, ils ne seraient jamais allés le voir. Hein. Moi je connais par cœur, c'est un modèle parfaitement connu. Donc vous pouvez le laisser 20 semaines, il n'y va pas... Donc c'est compliqué. Ça, en plus le rapport à l'exploitation c'est compliqué. Comment faire pour qu'un film aujourd'hui existe Puis c'est pas valable pour tout. Il y a quand même énormément de films. Il y a 18 films, 15 films, 18 films par semaine. Et évidemment que toutes les salles ne peuvent pas regarder ces films-là 5 semaines. Puis surtout, il y a un bon paquet de merde dedans. Donc c'est qui décide quel est le bon, quel est pas bon. Alors évidemment, malheureusement, les exploitants n'ont pas un discernement délirant. Oui, non, mais moi j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui décide. Hein. C'est compliqué. C'est pour ça, c'est pareil, on dit 220 films par an, c'est beaucoup trop. Mais le jour où on ne fait pas 220 films, on n'est plus une industrie, donc il faut faire très attention avec... Et puis il n'y a pas forcément la diversité aussi. Oui, mais de toute façon, qui va dire celui qu'on ne fait pas? C'est toujours pareil. Si c'est le marché, on sait quels films vont sauter, plus ou moins. D'une certaine façon, il y a un peu du marché quand même, hein, parce que il y a aussi, c'est les 220 qui se sont faits. Ouais. Vous avez les 500 qui ont été proposés qui ne se sont pas faits, sans doute grâce à Dieu ou pas. Enfin, voilà. C'est compliqué parce que c'est pas un petit sujet. Ah non, ça peut partir pour 2 heures. Là. Moi, je ne suis pas syndiquée, hein, donc je parle au nom d'aucun syndicat. C'est pas une volonté spécifique, hein, c'est juste que je vois pas bien où me mettre. Du coup, je ne filme pas. Je pense qu'il faut payer les auteurs, faut qu'ils
que le scénariste soit scénariste, qu'on n'ait pas non plus un non-metteur en scène sous prétexte qu'on n'écrit pas, qu'on peut que écrire et pas parce qu'on écrit qu'on va le tourner, enfin, tout ça. Après, sur le côté vertueux, moi je ne sais pas ce que vous voulez dire. Non, parce qu'il y a un système français qui a quand même fait ses preuves. Mais à mort, mais moi on est le seul Robin des Bois du monde, donc je vois même pas de quoi on parle. Évidemment que ça a forcément quelques petits défauts, mais les effets pervers du CNC, moi je. Non, il y a la question de la transparence, par exemple, qui était mis qui était le cheval de bataille, on va dire, de Michel Hazanavicius. Non, mais ça, c'est pas par rapport au CNC, si vous voulez. Ah oui, quand je dis le système Robin des Bois, c'est qu'on a quand même tous les riches qui, grosso modo, font une caisse qui est plutôt pour les pauvres. Voilà, on va dire ça. Et qui est aussi pour les riches, puisque c'est redistribué, enfin, en tous les cas, le coût du CNC, du billet, de ce qui va au centre du. Et que les gros films américains payent comme tous les autres, etc. Je pense que ça, on ferait bien de voir comment on a fait. On a mis 50 ans pour le faire même dans d'autres industries françaises. Au lieu de ponctionner dans la caisse du CNC, chaque fois qu'on voit qu'il y a de l'argent. Je pense même que c'est quelque chose qu'on peut encore améliorer. Je pense qu'on pourrait l'ouvrir aux Français qui veulent tourner en anglais, qui aujourd'hui est un handicap fou puisqu'il n'y a aucun financement pour ça, alors qu'on vous serine qu'on ait des patates et qu'à l'international on n'existe pas. Bah, la première chose pour exister à l'international, c'est de ne pas tourner en français. Mais par contre, si vous tournez en anglais et que vous êtes français, il n'y a pas d'aide du CNC, aucune, et les guichets se ferment. Canal n'a pas vraiment d'argent pour ça parce que passe avant tous les réalisateurs qui tournent en langue étrangère. Et puis je pense qu'il faudrait aussi l'ouvrir, l'avance sur recette. Donc ça c'est aussi l'avance et autres aides aux cinéastes étrangers, on va dire quoi, de cinématographie difficile, pauvre, mais reconnue à l'international. Alors je sais pas, un système, combien de festivals, machin, combien de succès, type les Roumains, je prends exprès les Roumains, puisque les Roumains, pour que la France leur donne de l'argent pour coproduire les films, il faut qu'ils tournent en français, ce qui est très intéressant pour tous ces pays-là, puisqu'ils ont énormément de choses à dire de ce qu'ils ont vécu, que ce soit les Roumains, les Géorgiens, enfin, etc. Donc pareil, ils n'ont accès qu'à un saupoudrage de cinéma du monde qui est de l'ordre de 50-60 000 euros. Donc ça voilà, c'est pour le petit système vertueux qui pourrait s'élargir. Après ça, le manque de transparence. Louise Hazanavicius, c'est la transparence sur les remontées de recettes, c'est ça? Oui. Bah, oui, pourquoi pas. Je suis pas sûre que ce soit le truc le plus... Non, mais... Je comprends son problème. C'est vrai qu'on fait un film avec Gaumont. Moi, j'ai fait des films avec Gaumont aussi. C'est pas que c'est pas transparent, c'est qu'il y a des frais, il y a des trucs, il y a des factures. Il y a des factures pour tout, ça sera transparent. Donc c'est pas qu'il veut que ce soit transparent, il veut en croquer, en fait. Tout le monde veut en croquer, hein, c'est normal. Hein. Mais c'est logique, vous faites un film, vous êtes le metteur en scène... et puis le film fait un gros succès. Et finalement, comme il disait, moi j'ai fait une table ronde avec lui, je suis archi d'accord. Finalement, qu'est-ce que vous faites? Le film d'après, mais vous vous gavez. Voilà. Parce que là, vous vous dites, puisque ça, c'est quand même venu de moi, finalement. Et puis, non, donc voilà, c'est par. Non, pas au niveau. Donc du coup, mais il parlait surtout. Je pense pas qu'il parle des artistes, parce que là, je pense que franchement, Thomas Langman, il a beaucoup donné pour le film, et donc ça m'étonnerait qu'il ait. Ça, c'était plutôt pour Gaumont, je pense. Oui, c'est Gaumont avec OSS. Il fait. Voilà, donc c'est vrai que je pense sur le deuxième OSS, mais c'est vrai que sur le premier, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. On est toujours très surpris. Moi, je connais Edouard Veil, pareil, quand il produit Palais Royal, il fait 2 800 000 entrées. Il n'a toujours pas vu un rond. Ça a mis 5 ans pour qu'un jour, il y ait quelque chose, une vente télé qui... Mais ça, c'est la transparence. Oui, mais ça, c'est propre au groupe. Donc, c'est pas comme s'il disait... Mais alors, du coup, personne n'est vraiment transparent. Le distributeur, les 25% de com... Tout le monde sait que la pub, on vous la facture comme ça, mais qu'eux, ils ont 30% de réduction, mais qu'ils vous la facturent. Je dis pas qu'il ne faut pas que ce soit transparent. Je dis que je pense qu'il y a d'autres problèmes à régler avant cela. C'est comment continuer à faire des films, continuer à ce qu'ils aillent en salle, garder une variété
de coups de film possibles. Enfin, moi, je pense qu'on est, mais comme pour le reste, on est dans le mur et on est en train de se poser des questions hyper sérieuses, comme si on était, le mur était. Il faut changer beaucoup de choses maintenant, sinon ça va changer tout seul. Enfin, je veux dire, ça. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir plus de cinéma français demain dans les salles, que ça serait pas dramatique. Pas dramatique pour les gens qui ont les salles, donc c'est pas dramatique. Enfin, je veux dire, plein de choses comme ça, comme il peut. Voilà, que comme le fameux arrivée de Netflix, peu importe c'est Netflix, on aurait mieux fait d'organiser nous-mêmes notre Netflix français au lieu de se dire tu ne rentreras pas parce que tu vas voir tout ce qu'il va falloir que tu fasses. Mais le mec, il en a rien à foutre. Tandis que si on avait organisé, donc on aurait été obligé de changer cette putain de chronologie des médias qu'il faut changer de toute façon. Et simplement, on l'aurait bien pensé au lieu d'on va faire ça quand on fera comme ça, quoi. Mais bon, tout le monde a la volonté de ça. Enfin, pas tout le monde, mais et on est dans une politique de allez, il reste encore un peu de foie, on va quand même le bouffer avant qu'il y en ait plus, quoi, grosso modo. Au lieu de dire. Mais c'est ce que vous dites, c'est là le cinéma, c'est la même chose que tout le reste du monde aujourd'hui. Mais c'est de moche parce qu'on a vraiment, pour le coup, on a tellement vu tous nos voisins ne plus en avoir et on sait tellement comment ça leur est arrivé. On est en train de, c'est en train de nous arriver, et on est en train de dire. Vous êtes pessimiste sur. Ah ouais, je suis très pessimiste. Bah oui, je suis pas pessimiste sur le cinéma français, je suis pessimiste que ça peut, ça. Je veux dire, si on fait n'importe comment, moi je suis pour qu'on enlève les obligations de la télévision, mais pas n'importe comment. Il faut que ça se fasse dans le temps. Je veux dire, ces gens-là, comment voulez-vous que le cinéma, qui est un objet qui doit être un objet de désir, soit financé par des gens qui aujourd'hui ne le désirent plus du tout? C'est pas très grave, mais je veux dire, du coup, on les oblige à financer le cinéma. Mais ils ont quand même le droit de dire quel film ils veulent, puisque c'est pour leur grille. Donc, ça paraît logique, on va pas leur dire non mais vous le financez, et en plus vous financez ce qu'on vous dit. Bah non, je veux dire, donc du coup, ça serait mieux qu'ils soient peut-être plus là, avec des choses très assouplies, avec 50% d'obligations en moins, mais que du coup ils soient pas copro, que du coup ils puissent acheter le film après quand même. Il y a plein de choses à penser. Puis tout le monde sera très content. Donc, parce qu'on va pas leur dire tout de suite, vous en avez plus, alors ils vont être très contents, mais déjà vous leur dites qu'ils ont 30% de moins, déjà ils sont très 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 contents. Et puis après, je pense que ça a toujours été un cycle avec la télévision. On voit bien Canal, qui est passé du quasi jour au lendemain, avec des 4x3 dans Paris pour annoncer que tel soir il y avait tel film qui passait, n'a plus jamais rien fait d'autre comme pub pour annoncer des séries. Mais je veux dire, s'ils mettent le quart de la moitié de la pub qu'ils font pour leurs séries, et à l'antenne, et sur le cinéma, marcherait encore sur Canal+. Enfin, on peut toujours dire que son chien a la rate, mais puis c'est un truc de désir. Quand il n'y en aura plus, les gens en auront envie. Mais tout ça, ça s'organise. Alors que là, sûrement qu'avec l'arrivée de Netflix, qui va donc forcément, ça c'est le prétexte, mais faire que tout va bouger, je pense qu'on va tout bouger n'importe comment, alors que je pense que ça aurait été assez simple de tout bouger très intelligemment. Mais c'est pour ça que je vous dis, on parle de cinéma, mais je vous parlerai du pain ou de je ne sais quoi, c'est pareil. Enfin, c'est français plus l'époque, c'est deux choses qui se tamponnent. C'est-à-dire la terre brûlée, il y en a encore un peu, on le finit, on s'en met jusque-là et après on fera des yaourts. Voilà. Mais ce qui est fou, c'est que on est quand même dans un produit qui a toujours échappé à la recette du succès, toujours. C'est pour ça qu'on peut le faire, sinon je ne serais même pas là en train de vous parler s'il y avait une recette. Et qu'en même temps, là on veut voilà, c'est pris en main par des gens qui savent, quelque chose qu'on n'a jamais su, même si on en fait depuis la nuit des temps, et qui mettent des grilles qui ne marchent pas, mais je sais pas. On va conclure, oui. Ouais, plus gay. Non, mais moi je suis pas gay, mais je dis. Ah bah oui. Dans votre besace et dans vos rêves, il y a sûrement beaucoup de cinéma encore. Ah bah c'est sûr, mais je vis à peu près que pour ça, mais c'est. Ah non, mais moi je dis c'est un métier. Franchement, il n'y a pas plus beau. Horreur, on ne peut pas se plaindre. Hein. Le producteur qui se plaint, déjà non. Enfin, je veux dire, il faut qu'il fasse autre chose. Il n'y a pas mieux. Voilà. C'est pas que ce soit simple, mais c'est génial. C'est impossible dans la plainte. Sinon, je peux vous faire visiter les endroits où on peut se plaindre. Mais là,
Non, non, moi, ça m'enchante. Hein. Donc, voilà, bon mot de conclusion. Non, bah oui, voilà. Merci Sylvie Keller.